toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce talk intitulé « Les tips pour combattre le syndrome de l'imposteur ». Alors avant tout, est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Alors voilà, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à en parler il y a 2 ans, il y avait 15 personnes dans la salle. Et là, le talk était non prévu et la salle est quasi pleine. Du coup, waouh. Alors, je vais vous poser 3 questions. Donc, levez la main si vous vous sentez concerné par les questions. Avez-vous parfois peur de poser des questions bêtes? Un peu quand même, si. Ouais, si. Vous sentez-vous à l'aise pour parler à des juniors, mais pas trop à vos pairs? Ah, quand même, mais si, allez, levez la main quand même. Ouais. Et la dernière question, c'est bon. Avez-vous un sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour quelqu'un que vous n'êtes pas, un expert, un gourou, un ninja, une rockstar? C'est chouette. C'est cool, merci. Alors, je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez VH Cloud. Voilà. Je suis chez DO, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies du cloud. Je suis Docker Captain et on ne voit plus mon écran. Si. Ah, effet démo, tu vois. On ne voit plus mon écran. On voit mon écran. Je suis CNCF ambassadeur. Je investis dans les associations du Tech comme Duchesse France. Je fais des sketch notes, orgas de conférences, speaker. Je rédige des articles techniques. Et désolé. C'est bon maintenant? Et je suis une impostrice. Voilà. Décidément, je crois que c'est la journée. Donc, et je suis une impostrice. C'est bon. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je n'y connais rien, voilà. Je suis nulle. Hop, on va faire un truc comme ça. Ouais, on va y arriver aujourd'hui. Je suis nulle. Ah, mais c'est pas possible, ça. Eh bien, j'ai un problème. Et comme je vois pas l'écran, c'est... Alors, je vois pas l'écran du tout, donc c'est impossible à lire pour moi. Alors, voilà, syndrome de l'imposteur, on y est. On va le refaire en live. Voilà, on passe vite. Voilà. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si un jour, les gens découvraient que je suis une quiche, en vérité, une impostrice. On arrête les conneries? On arrête les conneries? On est d'accord? Je ne pense pas être la seule personne à penser cela, et il est temps d'arrêter de penser ce genre de choses. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose, alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas, et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes et touche autant les hommes, et près de 3% des dirigeants. Et il touche tout particulièrement les développeurs, développeuses, les personnes exerçant un métier technique dans l'informatique. Du coup, nous. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès, malgré tout leur travail qu'elles fournissent pour réussir. Elles s'auto-persuadent même souvent que leur réussite n'est pas liée à leur travail, à leur accomplissement personnel, mais tout bonnement à la chance ou bien au travail des autres. Et de ce fait, elles ont peur que quelqu'un ne les
démasque d'un jour à un autre. Cette petite voix qui nous rabaisse, qui nous dit qu'on est nul, qu'on n'est pas à notre place, cette petite voix a tort. On va voir quelques tips du coup pour combattre le syndrome de l'imposteur. Règle numéro 1, des connaissances, des compétences, des victoires, tu as. Nous sommes très doués en tant qu'êtres humains pour nous flageoler. Voilà, et puis commencez par lister toutes les choses accomplies, les connaissances et compétences acquises jusqu'à maintenant, et repensez aux journées où vous avez galéré à débugger un problème et êtes parvenu à trouver la solution. Même si vous pensez que ce n'était pas grand-chose, c'est important de se remémorer ces moments-là. Et pourquoi ne pas les mettre noir sur blanc avec une mind map? Une carte mentale, c'est communiste, mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau. Pratique pour prendre des décisions, dans le cas pour savoir où on en est. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Allez dans des communautés, dans des meet-up, dans des associations où vous pourrez échanger et communiquer avec d'autres développeurs et développeuses. À titre personnel, être une duchesse m'a permis de me sentir entourée et épaulée d'autres développeuses et cela m'a permis de repousser les limites que je m'étais fixées et de faire des choses que je ne me sentais incapable de faire, comme là, parler du coup devant des gens. Et on est vraiment plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir, et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs auprès d'un mentor, d'un rôle modèle. Règle numéro 3, partager, contribuer, tu pourras. Vous pouvez rédiger des articles, des cheat sheets dans votre blog personnel, puis celui d'une entreprise, puis dans un site spécialisé, un magazine, etc. Et plus vous contribuerez, plus vous écrirez des articles, et plus vous vous rendrez compte que vous savez, par contre, plus de choses que ce que vous le pensez. Vous pouvez partager un Rex, présenter un talk d'abord dans votre entreprise, dans un meet-up, ensuite en conférence, etc., etc. C'est très important d'y aller étape par étape et à votre propre rythme, par contre. Vous pouvez transmettre votre passion à les enfants lors de coding goûter, en faisant des interventions dans les collèges, dans les lycées, et ou avec des personnes en conversion dans des coding cocktails, c'est très, très cool d'ailleurs, et dans des organismes de formation. Ces moments-là d'échange, de partage seront très enrichissantes, et pour les personnes, et pour vous-même. Vous pouvez contribuer à des projets open source. Commencez par corriger de la documentation, corriger des bugs, implémenter de nouvelles fonctionnalités, et comme d'habitude, on y va étape par étape. Et une chose quand même qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de petite contribution. Ou tout simplement tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Moi, ça, c'était quand que j'ai découvert? C'était le 17 janvier 2019. J'ai lu ça et je fais « Ah, ça veut dire ça !» Alors voilà, donc du coup, n'hésitez pas en fait. Donc, n'hésitez pas, franchement. Règle numéro 4, des feedbacks plutôt que de la validation, tu demanderas. Vous demandez du feedback, évitez de demander une validation externe, il y a une différence. Et donnez-en également sur des sujets sur lesquels vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5, du pair programming, tu feras. À 2, à plusieurs. Cela permet de monter en compétences et de faire monter les autres également.
Vous pouvez, par exemple, travailler sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité et vous vous apercevrez que vous allez apprendre des choses et votre collègue également. Règle numéro 6, positiver tout droit. Ma préférée. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en entreprise ou en conférence, focalisez-vous sur les personnes bienveillantes qui vont vous parler autour de vous. Alors, la première anecdote, c'est celle-ci. En avril 2019, à une grande conférence qui est, du coup, Devoxx France, après 3-4 mois de travail sur un talk, après 45 minutes de talk, j'ai reçu un commentaire, celui-là. Et honnêtement, il m'a fait très, très, très mal. Il m'a fait super mal. J'ai eu un mois très compliqué de remise en question, à me demander si j'étais vraiment faite pour parler à des gens. Si j'étais vraiment une oratrice, et oui, parce que je bégaye, donc voilà. Et heureusement, en fait, que j'ai écouté les personnes bienveillantes qui étaient autour de moi et qui m'ont dit de continuer, parce que sinon, je ne serais pas là, en fait. Donc, positiver permet d'avancer. Règle numéro 7, d'accepter tu dois. Alors, c'est une règle qui est très importante, qui est vraiment super importante. Vous ne pouvez pas être un cadre en Java, en Rust, en Go, en JavaScript, en programmation fonctionnelle, en machine learning, en serverless, en Afra, en CI/CD. Personne ne le peut. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Vous vous trouvez nul dans une compétence particulière, cool. Lisez sur le sujet, approfondissez-le, investissez un peu de temps et vous vous apercevrez que la petite voix qui vous rabaisse, elle va quand même partir progressivement. Vous n'avez pas été accepté à un talk, vous n'avez pas eu le job que vous espérez, ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec, il faut l'accepter. Deuxième anecdote. Allez. Il y a quelques années de cela, je voulais faire un master à Toulouse. À l'époque, j'habitais à Montpellier. J'avais terminé mon BTS et du coup, j'ai été prise sur le dossier, check. Mais je devais aller à un oral à Toulouse. Donc je me déplace, je fais un peu de route, j'arrive dans la salle et là, devant moi, une grande table avec 8 membres de jury. Alors, je ne vous cache pas que j'ai énormément bégayé. Bah oui, stress et compagnie, tout ça. Et à un moment, un des membres du jury me demande de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. Donc, ça s'est arrêté là, en fait. Donc, je n'ai pas pu faire un master, mais heureusement, quand même, j'ai pu continuer un petit peu avec une licence pro. Mais donc, du coup, j'ai fait le travail que je voulais faire. Je m'éclate tous les jours, même sans le précieux Bac+5. Donc du coup, si vous aussi, vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ne vous limitez pas à ça. Et honnêtement, j'ai un profond respect, une profonde admiration envers toutes les personnes qui se reconvertissent. Donc, c'est vraiment top. Et si dans la salle, je ne sais pas, s'il y a des RH ou des recruteurs, franchement, ne vous limitez pas au bon diplôme dans la bonne école, car le risque est de passer à côté de super candidats, de super personnes qui sont motivées, qui ont la niaque et une soif d'apprendre. Écran bleu, bleu comme OVH. Tala. L'instant publicité, tu vois. Alors, j'avais pas prévu ça. Alors, hop, ça va le faire. Et dans un autre contexte,
Il y a une phrase de Mandela que j'aime tout particulièrement, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai, on apprend de nos erreurs et on apprend de nos expériences. Et ça ne marche pas, c'est normal. Hop. C'est pas grave, il y a des petits soucis. On fait comme on peut. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler pour transformer cette peur en force. On se sent seul alors que c'est faux. La preuve est là. La majorité des speakers que vous connaissez, des collègues que vous admirez, souffrent de ces syndromes. Et j'ai été très contente, mais vraiment très contente, d'entendre le terme syndrome de l'imposteur dans un épisode de Big Bang Theory. Donc c'est vraiment très important d'en parler. Parce que plus on en parle, et plus on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on vit tous la même chose. Ce que ce syndrome vous apporte est quand même, avant tout, l'humilité. C'est une super qualité pour une personne en général et un développeur. Alors là, c'est très rigolo parce que c'est très difficile. Alors c'est très difficile, c'est bon, c'est très difficile du coup de ne pas rire. Donc voilà. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous-même. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Il peut vous permettre de vous améliorer, de partager un talk, de partager dans des articles, etc. Il peut vraiment vous aider. Et arrêtez d'écouter du coup cette petite voix qui vous rabaisse, mais servez-vous-en pour avancer au jour le jour, parce que vous êtes légitime. Merci. Merci beaucoup. Même si j'ai reçu quelques commentaires pas très bienveillants, on va dire, oui, c'est ça, j'aime quand même les feedbacks, donc du coup, n'hésitez pas à en donner sur Twitter, LinkedIn, là, en vrai, parce que je suis du coup là aujourd'hui et demain, là, maintenant, etc., parce que c'est vraiment top et très important pour les orateurs, les commentaires, c'est vraiment super important. Alors, j'ai prévu exprès une séance de questions, réponses et surtout de anecdotes. Donc du coup, c'est votre moment à vous en fait là, parce que comme j'ai trop parlé déjà, hein, donc du coup, maintenant c'est à vous. Donc avez-vous des questions, des anecdotes, ce que vous voulez. Soyez pas timide. Hein. N'hésitez pas, profitez. Après la première question, ça va être mieux. Ah oui, là-bas. Tout là-bas, tout là-bas. Je vois un petit peu. La main, elle était là. Bonjour Aurélie. Oui, mais c'est Guillaume, oui, salut. Je voulais te demander si tu aimais bien les feedbacks, et je ne mens pas à cause de ce syndrome de l'imposteur, pour être sûr que tu n'es pas, que tu es toujours bien au top. Attends, j'ai pas entendu par contre. Excuse-moi. Le syndrome de l'imposteur, enfin, le fait que tu aimes bien les feedbacks, est-ce que c'est pas justement à cause du syndrome de l'imposteur que tu aimes bien avoir des feedbacks et savoir pourquoi, si tu as été bien ou pas? Ah, alors oui, ça doit être quand même, on va dire, oui, en grande partie du coup, pour, on va dire, s'améliorer déjà, c'est très important, et pour se rassurer également. Donc du coup, je pense que oui, c'est quand même lié. Exactement. Tu vois, comme tous les orateurs, en fait, hein, c'est pareil, hein, tu vois. Donc ouais. Ivy.
qu'il y a d'autres questions, anecdotes, c'est que vous voulez. Ah, juste devant. Putain. On voit rien ici, donc hop là. Je ne sais pas comment poser ma question, mais comment savoir si on souffre vraiment du syndrome de l'imposteur ou si on n'est pas en vrai nul? Attends. Alors, en règle générale, si on dit ça, c'est que on n'est pas nul. Voilà. C'est simple et net. Et du coup, alors non, on n'est pas nul. On connaît forcément des choses que les autres n'ont pas. Et par exemple, quand des personnes en convention qui, elles, souffrent énormément de ce syndrome, disent « je suis nul, je ne sais pas coder, etc. » Alors, tu es en train de l'apprendre. Du coup, c'est un peu normal que tu vas apprendre, mais tu as énormément d'expérience que tous les autres n'ont pas, en fait. Et du coup, non, on n'est pas nul. On sait forcément des choses que les autres ne sont pas. Et pourquoi, du coup, on se sent nul? Parce qu'on se compare toujours aux autres. On se compare toujours aux autres. Et en plus, on a l'habitude de se comparer aux gens qu'on met sur des gros pieds d'étal, etc. Tout, on va dire, ceux que l'on considère comme gourous, comme grands, forts, stars, etc. On a tendance, en fait, à se comparer à eux. Et oui, lui, il est là. Moi, je fais 1m12, je suis nul. Alors que non, en fait. Du coup, on n'est pas nul. C'est faux. Donc du coup, tu es du coup dans le syndrome de l'imposteur comme tous les gens ici presque. Et comme moi aussi, tu vois. Donc voilà, et bien. C'est bien. Ouais. Bonjour. Le micro? Désolée, j'ai le micro, moi, ici. Juste, je voulais répondre à la personne juste avant. Je pense qu'une personne qui n'aurait pas le syndrome de l'imposteur et qui serait juste nulle, ce ne serait pas poser la question de est-ce que je suis nulle, parce qu'elle ne se penserait pas nulle, elle ne le saurait juste pas. Exactement, en fait. Non, mais oui, ouais. Exactement. Alors d'abord là et après là-bas, non? Un peu l'ordre, en fait. Hop, attends. Je vois rien. Moi, c'est Céline. J'ai une petite question à poser parce que... Un peu plus fort, si tu peux. Ah oui, c'est que j'ai une extinction de voix, alors je suis désolée. Ah mince. Mais je vais rapprocher le micro. Moi, c'est Céline. Je suis UX designer et développeuse web depuis 2 ans, en fait, à la suite d'une reconversion professionnelle. Avant ça, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans le social. Et en fait, ma petite question, c'est que le mois prochain, avec mon collègue qui est à côté, on fait une intervention lors d'une journée qui est dédiée en fait aux femmes qui veulent se reconvertir dans le numérique. Ouais, chouette. Est-ce que toi, quel conseil en fait tu voudrais transmettre aux femmes en fait éventuellement qu'on va rencontrer? Alors en fait, je suis moi. Allez, du coup, attends, je m'en mets là. Je suis du coup. Allez, donc. Excusez-moi. Non, voilà. Dans des organismes de formation, etc. Et un des conseils, c'est allez-y à votre rythme. Et ayez pas peur, en fait, et ayez confiance en vous, en fait. Tout simplement. Et ce qui est très, très important, en fait, c'est que quand elles travaillent en groupe, elles avancent plus vite. Et en fait, moi, ce que je leur propose, c'est de les marrainer, de les mentorer, en fait. Et donc, du coup, elles peuvent m'écrire
quand elles veulent, à l'heure en fait qu'elles veulent et tout. Et il y a le micro qui tombe, donc c'est chouette. Et donc du coup, c'est toutes les questions en fait qu'elles veulent, elles te les posent. Et c'est très important, c'est elles sont pas nulles, elles peuvent le faire. Et si elles sont là, c'est qu'elles sont très légitimes en fait pour être là. Voilà. En fait, la légitimité, c'est très important. C'est vraiment très important et à force de le répéter, ça peut en fait, je pense, aider. Mais c'est très important de les accompagner en fait à chaque fois. Voilà, parce que tu as des hauts, tu as des bas, comme tout le monde. Donc, être là quand ça va et quand ça ne va pas du coup, c'est très important. Mais c'est très, très, très bien d'aller du coup leur parler. C'est chouette. Très bien. Bonjour, ici. Ah, d'accord. Merci pour le talk. Moi, je voulais apporter un petit complément, peut-être issu de mon expérience. Souvent, quand on peut parfois ressentir ce syndrome, il y a des éléments de contexte qu'on ne maîtrise pas forcément, qui sont les gens avec qui on travaille, ou plutôt parfois même des gens qui sont plus hauts que nous dans la hiérarchie, des managers, des recruteurs. Et certains, malheureusement, ne vont pas être à cette période-là ou à ce moment-là dans l'état d'esprit qui vont permettre à la personne de se réaliser ou croire en son potentiel. Malheureusement, on a des personnes qui sont... qui cherchent par exemple uniquement le bon diplôme de la bonne école, c'est un exemple, ou on peut aller même plus loin, parfois on a même des personnalités qu'on peut appeler toxiques, et malheureusement quand on est jeune, quand on débute, parfois ça peut faire du mal, mais le point positif quand même, je trouve, c'est qu'avec l'expérience, petit à petit on apprend à détecter, il y a des signaux assez forts quand on tombe sur ce genre de personnes, et le mieux en général c'est pas continuer à se cogner dans le mur, et puis trouver plutôt sa place dans des environnements où on sent que justement les gens vont nous faire grandir et on sera pour le mieux. Voilà, c'est juste, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. C'est cool, mais c'est très, très important en fait de se dire qu'on est tous très différents et c'est très bien, je trouve. Donc du coup, ouais, exactement. Ah, là d'abord. Oui, merci pour le talk. Vu qu'on parle un petit peu de système d'imposteur, je me demande, est-ce que tu as une idée sur le syndrome de Peter, tu sais, qui fait qu'on est promu jusqu'au niveau où on devient incompétent. C'est ce qui se dit parfois dans l'industrie. Et je ne sais pas si... typiquement, on peut se dire que tant qu'on est promu, en fait, on n'est pas des imposteurs, mais au moment où en fait, on arrive à un plat, c'est là où on atteint notre impostat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors en fait, je ne connais pas trop du coup en fait ce moment-là, mais ce que je sais, c'est qu'on a tous en fait des hauts et des bas en fait, des moments en fait où on se demande mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi du coup je suis promu, etc. Ils ont choisi donc la mauvaise personne ou pas, tu vois, donc ça, tout dépend en fait. Mais ouais, est-ce qu'on sait dessus? Ah, il y en a un là. Oui, bonjour. Merci pour le talk. Je me demandais au début, tu mentionnes que le syndrome de l'imposteur affecte beaucoup les gens dans la tech. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose pour un peu l'expliquer et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour changer un petit peu l'environnement des développeurs pour les rendre moins susceptibles de rencontrer ce syndrome-là qui peut les freiner? En fait, très bonne question, parce qu'en fait, plus je
donne du coup ce talk. Et plus... Alors là, en fait, on a eu quoi? On a eu le Covid. Attends, etc. On a eu une période pas très très cool. Hein, ouais, c'est ça en fait. On était à la maison, en remote, on n'était pas du coup très bien. Et j'ai quand même l'impression que ça a augmenté en fait ça aussi. On était seuls à la maison, on ne voyait pas les gens, on ne voyait pas ses collègues. On a vécu des choses pas très très cool. Et donc du coup, ça a, affecté en fait d'un côté la confiance en fait qu'on a et le regard des autres, etc. Parce qu'on ne pouvait en dire plus également travailler avec les autres comme avant en fait. Il y a des échappatoires, etc. pour faire autre chose. Mais il y avait ça. Et moi en fait également, j'ai l'impression que le fait que quand on lit une offre d'emploi, on a l'impression qu'il cherche un mouton à 5 pattes et demi en fait. Et plus ça va, plus les offres sont grosses. Je veux du back, du front, de la CICD, du DevOps, du SRE, de l'UX, etc. À 40K. Ça, c'est un autre domaine. Donc en gros, c'est les entreprises, les RH ou les recruteurs, etc. Il y a, on va dire, il y a beaucoup d'offres qui sont, je trouve, surréalistes. Du coup, nous, quand on les lit, on fait ouh là là. Alors ça, je connais, ça j'en ai fait il y a 3-4 ans, tant que je suis nulle. Voilà. Et ça, oh là, non, alors ça, je ne coche pas du tout, je coche pas. Donc, même si l'offre m'intéresserait, comme je match pas beaucoup, je ne tente pas en fait. Et ça, on va dire, tout ce phénomène de demander aux développeurs à connaître, à maîtriser de plus en plus de domaines en fait très 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 variés, le UX, le mobile, le cloud, le front, le back, les tests, etc. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça nous rend du coup mal. Ce qu'on se sent en fait moins bien que les autres, moins experts, on nous en demande trop de choses et il y a sans arrêt des nouvelles en plus technologiques, comme les frameworks JavaScript qui sortent tous les 2 jours. Attends, check. J'ai fait du coup. Comme toutes les nouvelles fonctionnalités du cloud, tous les providers, etc. C'est, on va dire, quand même compliqué de faire la veille technologique toutes les heures, du coup, maintenant. C'est bon, très compliqué. On nous en demande énormément, et de plus en plus. Et donc, du coup, pour moi, c'est du coup, c'est très lié en fait à ça. Donc, oui, c'est dommage, je trouve. Et ce qui est quand même, on va dire, très bien, c'est que certaines entreprises font l'effort en fait de rédiger leur offre d'emploi avec un minimum de choses et plus du coup la liste au Père Noël. Donc du coup c'est très, très important de bien prendre le temps de rédiger une offre d'emploi et de ne pas du coup se focaliser sur la bonne personne, avec le bon âge, avec dans le bon diplôme, la bonne école et tout et tout. Ah.
là-bas. Bonjour, merci pour ce talk. J'avais une question qui en cache une deuxième. C'est la première, c'est quand on n'est pas légitime, donc du coup d'avoir ce syndrome de l'imposteur-là, comment éviter de le déclencher chez d'autres personnes? Parce que du coup, forcément, nous, en paraissant sûrs de nous, on va forcément déclencher ça chez d'autres personnes en face de nous parce qu'ils vont se dire, ouais, celui-là, il est quand même assez compétent et il maîtrise son domaine. Et dans l'autre, ne pas être dans l'excès et ne pas montrer trop de confiance en soi. C'est pas évident du coup d'avoir, on va dire, ce juste milieu, mais ce que moi en fait, ce que j'aime bien, c'est accompagner en fait les juniors en fait. C'est, on va dire, accompagner les juniors, les pairs et faire monter en fait tous mes collègues et pas moi en fait. Parce que c'est très, très important du coup on va dire, de partager, d'aider et par, on va dire, ricochet, eux du coup ils font du coup augmenter leurs connaissances, compétences et leur confiance du coup en eux. Et toi, ça sera dans tous les cas très enrichissant pour toi. Donc voilà. Il reste un peu de minutes? Ouais, ça c'est cool. Ah, il y a aussi là. Il y a là devant si tu. Non, je sais pas. Ah, tac. Bonjour. Je m'appelle Elodie. Hop. Salut. Simon Cara. Voilà, moi j'ai vécu une reconversion professionnelle il y a 1 an, à peu près. C'est pas la première, ce sera peut-être pas la dernière, j'en sais rien. Aujourd'hui, je suis développeur full stack et j'ai la responsabilité de la QA dans mon équipe. J'ai ce syndrome de l'imposteur. Je suis ça fait 1 an, donc je suis junior en plus de ça. Là où j'essaye de minimiser ce syndrome, c'est en demandant en fait à mes collègues, à mes supérieurs, à mon encadrement, tout simplement, des retours d'expérience. Qu'est-ce que tu penses de moi? En quoi je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe? Et quand j'ai vraiment des doutes, mais vraiment, ça m'arrive, comme tout le monde, c'est de dire, en fait, là, je stresse et tout, je me sens pas à ma place, mais pourquoi je suis ici? De demander pourquoi je suis ici. Et pour les managers qui ont une équipe avec eux, c'est de leur refaire un retour d'expérience sans qu'ils aient à le demander. C'est-à-dire que quand on est sur un projet ou sur une fonctionnalité à sortir, eh bien, c'est simplement de dire, allez, on se pose, on se fait 1 heure de Rex, et qu'est-ce qui a été pour toi, qu'est-ce qui n'a pas été pour toi? Ce qui a été, on note, parce que c'est à reproduire, c'est cool. Ce qui n'a pas été, en fait, on en parle, et puis simplement, on trouve quelques solutions. On ne pourra pas forcément tout appliquer, on ne pourra pas forcément tout mettre en œuvre, en fait, et où trouver simplement la solution. Mais ne serait-ce que de le dire à voix haute, avec d'autres personnes, ça dédramatise, en fait, la situation. Tout simplement. C'est ce que je pense. Voilà. Lâchez le micro. Merci. Ah oui, c'est très, très important de, on va dire, communiquer en fait. C'est très très long. Il y a une qui était devant. Oh, t'es là. Oui, encore moi, désolée. Ma question, c'est plus à mes débuts, j'ai été dans une entreprise où on appuyait sur le fait que j'étais que je connaissais pas beaucoup de choses parce que j'étais junior, etc. Et j'avais un chef qui était pas très loin du toxique et qui profitait de mon manque de confiance en moi pour justifier que je n'aurais jamais de rémunération plus supérieure, justifier qu'il ne faut pas que je démissionne parce que je ne vais jamais trouver ce que je demande ailleurs, etc. Donc j'ai quand même réussi à partir. Mais du coup, ma question est plutôt pour d'autres personnes qui seraient dans ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des tips contre les personnes qui profitent du syndrome de l'imposteur ou du manque de confiance en soi? Attends. Alors, moi, ça a marché, je pars, mais il y a peut-être d'autres solutions. C'est très compliqué, en fait.
très, très compliqué, mais on va dire, par exemple, en fait, moi, j'ai, on va dire, commencé, donc il y a 16 ans, je crois, tout du genre, j'ai commencé à 1150 euros net, et c'est très, très compliqué après, du coup, de grimper. Quand tu travailles avec des collègues qui sont, eux, ingénieurs informatiques, etc., qui touchent en moyenne 1000 à 1500 euros de plus du coup que toi tous les mois. Et là, c'est très compliqué du coup de dire pourquoi du coup j'ai beaucoup moins qu'eux. Et il y aura des réponses comme tu n'es pas ingénieur, tu es junior, tu as encore à apprendre, etc. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai beaucoup, on va dire, travaillé. J'ai travaillé. J'ai montré que j'en connaissais comme les autres, sans mon précieux du coup Bac plus 5. Et j'ai quand même galéré à monter le salaire. Hein. J'ai mis c'était quoi? Je crois que j'ai mis 13 ans pour être à 40 et quelques cas. Donc ouais, c'était long quand même. C'était un petit peu long. Là déjà, ça va mieux, mais c'est très long. Donc en gros, c'est travailler. Mais si ça ne va pas, tu as d'autres boîtes. Avec des gens qui seront gentils, bienveillants et humains, du coup, tu vois. Donc voilà, run, c'est ça en fait. Donc ouais, c'est très, très important en fait de travailler dans, on va dire, une équipe et une entreprise qui correspondra à tes valeurs en fait aussi. C'est très très important, je trouve. Une dernière question. Ouais. Merci Aurélie. Je voulais juste dire que si vous n'êtes pas ingénieur, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez faire une validation des acquis de l'expérience, par exemple au CNAM, et donc décrocher votre précieux même pendant que vous travaillez. Et du coup, si vous vous trouvez nul, si vous n'avez juste pas un bout de papier, vous pouvez aussi faire ça. Ouais. Ah ouais, mais c'est quand même à dire long, c'est dur. Ça m'a pris 7 ans, mais en fait, ça marche. On peut le faire quand même. Exactement. Mais bon, sans aussi, tu vois, ça marche bien aussi sans. Mais on peut les deux. Merci beaucoup Aurélie. Merci.